On n'a pas créé la CEDEAO pour fabriquer des interlocuteurs privilégiés avec des blancs corrompus. Ce n'est pas ça l'objectif des militaires. Je dis bien que c'est les militaires qui ont créé la CEDEAO. Ceux qui vilipendent et diabolisent les militaires aujourd'hui n'ont qu'à dégager le plancher. Seuls des militaires vont sauver la CEDEAO. Ils n'ont qu'à dégager. C'est des militaires qui ont créé la CEDEAO. Des militaires ne peuvent pas créer la CEDEAO. Vous venez aujourd'hui nous dire que non, si tu es militaire, il y a ceci, si il y a... Mais dans ce cas, ne vous revendiquez pas de la CEDEAO. Créez votre machin vous-même, allez le vendre au plus offrant. La vente aux enchères sur la place de Paris ou de Bruxelles, et celui qui vous donnera plus d'argent et de musique à danser, vous lui donnez ça et vous revenez. Analyse, décryptage, l'info brute, le débat sans tabou. Au-delà des discours, la réalité des faits pour comprendre les enjeux politiques. La CEDEAO vient d'enclencher donc une énième tentative de réconciliation avec la Confédération des États du Sahel, l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais on s'en souvient, le Sénégal, avec l'arrivée du président Faye, s'était engagé, reste toujours dans cette dynamique de réunification des deux organisations. Le Ghana, avec son nouveau président Mahamat également, s'est engagé sur la même voie. Le Togo était là depuis le début. Finalement, les stratégies de réconciliation, ces tentatives de réconciliation, est-ce une stratégie de survie pour l'unité de la CEDEAO? La CEDEAO n'a plus d'unité. Parce que ce qui reste de CEDEAO, là, je crois que ça doit rester maintenant 12 pays. 12 pays. Et quelle unité tu vois parmi eux? Parce qu'il y a un qui a les avions, il peut aller bombarder les populations de l'autre pour soi-disant l'aider. C'est ça la cohésion. Écoute Charlotte, ce que nous disons, tout doit être fait pour créer des cohésions entre les peuples. On n'a pas créé la CEDEAO pour fabriquer des interlocuteurs privilégiés avec des blancs corrompus. Ce n'est pas ça l'objectif des militaires. Je dis bien que c'est les militaires qui ont créé la CEDEAO. Ceux qui vilipendent et diabolisent les militaires aujourd'hui n'ont qu'à dégager le plancher. Seuls des militaires vont sauver la CEDEAO. Ils n'ont qu'à dégager. C'est des militaires qui ont créé la CEDEAO. Des militaires ne peuvent pas créer la CEDEAO. Vous venez aujourd'hui nous dire que non, si tu es militaire, il y a ceci, si il y a... Mais dans ce cas, ne vous revendiquez pas de la CEDEAO. Créez votre machin vous-même, allez le vendre au plus offrant, la vente aux enchères sur la place de Paris ou de Bruxelles, et celui qui vous donnera plus d'argent et de musique à danser, vous lui donnez ça et vous revenez. Voilà. Celui qui offrira plus de musique à danser là-bas, vous lui donnez ça. Il n'est pas question qu'on continue dans le non-sens. Je dis qu'ils sont des spécialistes du 2 poids 2 mesures. Et s'ils n'abandonnent pas ça, aujourd'hui, c'est le 2 poids 2 mesures qui est sur le point de mettre le feu à toute la planète. 2 poids 2 mesures. Oui, tout à fait. Ça va mettre le feu à toute la planète. Les Africains, vous êtes là. Pendant que les grandes puissances se mobilisent, vous êtes très faibles. Vous êtes petits, faibles et pauvres. Au lieu de vous réunir pour dire, écoutez, quelle position nous devons adopter pour avoir la moindre chance de survie, on vous trompe, vous voulez aller combattre vos frères. Il y a des scènes, hein, tu vois deux souris qui se battent alors qu'un chat est assis et puis il les regarde. Le chat attend quoi? Qu'elles finissent, il va les manger les deux. Voilà le spectacle triste, désolant, honteux, humiliant que les Noirs donnent. Et les Noirs de la CEDEAO, les dirigeants de la CEDEAO. Mettez-vous ensemble pour être forts. Non. Bon, ils sont en train de se préparer, non, pour aller attaquer, non. Tu dis, ils ne portaient pas. C'est maintenant que c'est grave. Tu n'as pas écouté les déclarations du général Tiani? Combien d'avions atterrissent? Avec quel équipement? Oui, non, alors, c'est pas au passé qu'il faut dire ça. Il faut dire ça au présent, sinon au futur. Donc, il n'y a pas de problème. On a dit, nous avons dit ici et répété, que nous tous, nous avons intérêt à ce qu'il y ait une paix générale dans toute l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a deux pays qui croient qu'ils sont protégés par le Saint-Esprit et que les bombes n'arriveront pas chez eux. Bon, d'accord, ils n'ont qu'à déclencher leur guerre. Depuis la création de la Confédération, on voit un soutien affiché des populations vis-à-vis donc des nouveaux pouvoirs dans les trois pays. Mais dans quelle mesure est-ce que la pression de la société civile sahélienne limite-t-elle, selon vous, la marge de manœuvre des dirigeants de l'AES pour un éventuel compromis avec la CEDEAO? Non, la pression dans quel sens? Parce que vous avez bien dit qu'il y a une adhésion, il y a une dynamique de mobilisation des consciences autour des initiatives que prennent les dirigeants de l'AES. On est d'accord? Donc, si ces dirigeants de l'AES-là
jouissent de ce privilège d'être littéralement soutenus par l'écrasante majorité de la population, mais c'est une aubaine pour eux, pour continuer justement dans cette lancée en vue de consolider le processus de panissement et de construction de leur peuple et de leur nation. C'est un impératif clair, et donc moi je crains d'ailleurs que si jamais les pays de l'AES se disposaient même à des échanges éventuels avec la CEDEAO, au point même que l'on soupçonne une sorte de complaisance, de concession sur certaines choses, il risque d'avoir des problèmes endogènes. Vous savez, la dernière fois, il y a un de nos aînés qui m'a fait tellement rire, il m'a appelé matinalement, très curieux, très furieux et déçu, angoissé. Mais vous savez la raison? Il dit non, qu'il vient de voir un élément où les États-Unis ont envoyé un émissaire au Mali, et où le ministre des Affaires étrangères aurait eu des échanges sur la coopération sécuritaire entre les États-Unis et le Mali. Il dit non, ce n'est même pas la peine de discuter avec ces gens, parce que pendant des dizaines d'années, ces gens-là nous ont montré qu'ils ne sont jamais là pour nous. La sécurité n'a jamais été la priorité ou la préoccupation des puissances occidentales. Il était tellement révolté qu'il me missionnait de passer le message. Voilà, qu'eux, ils ne veulent pas, parce qu'ils soutiennent mordicus toutes les initiatives que les pays de l'AES prennent aujourd'hui. Ça, c'est intéressant. Et alors, un tel monsieur qui n'a rien de politique, qui n'a rien de truc, qui est juste un citoyen, homme d'affaires, etc., qui porte avec autant d'énergie la cause des pays de l'AES est suffisamment indicateur de l'état d'esprit du citoyen d'Afrique aujourd'hui. Pourquoi ils sont soutenus? Ils sont soutenus parce qu'ils posent des actes qui riment avec les aspirations profondes de l'être humain et qui s'harmonisent avec le bon sens. Et la raison, j'ai dit tout à l'heure, que ce qui caractérise justement notre espèce humaine, c'est le bon sens et la raison. Alors, la liberté, elle est inhérente à la nature humaine. Alors, si vous avez un dirigeant qui vous montre qu'il est là pour vous, qu'il manifeste une certaine empathie, qui sacrifie d'ailleurs sa propre vie parce qu'il s'attache à une cause commune, à une cause noble, à l'intérêt supérieur de la nation, vous devenez tout de suite ses inconditionnels. Voilà l'avantage dont jouissent les États de l'AES et qui ne peut jamais être remis en cause par des gens qui sont de bonne foi. La société civile, Charlotte, la société civile, dans tous les pays africains, il y a la société civile, c'est une nouvelle caste de domination. Comme les politiciens font leur business entre eux, mangent sans donner à tout le monde, les autres ont trouvé aussi une formule pour pouvoir manger tranquillement dans leur coin. Mais je crois qu'on ne peut pas être société civile si on manque de patriotisme. Donc les pays du Sahel n'ont pas de problème avec la société civile, parce que la société civile, si vous manquez de patriotisme, là vous n'êtes pas la société civile, vous êtes une société de traîtres. Donc votre société civile ne peut prospérer que à la mesure de votre patriotisme, de votre engagement à faire de vos pays des pays souverains. Si c'est juste pour permettre encore qu'on vienne vous passer la corde au cou, ce n'est pas société civile, c'est société de traîtres. Donc, société civile, on sait ce que c'est. Tu sais, je sais, lui, il sait. Même si on ne parle pas, nous tous, on sait. On sait que, bon, comme je l'ai dit, les politiciens font leur plaisir, ils mangent, ils ne veulent pas donner. Et les sociétés civiles aussi ont formé leur clan. Bon, eux aussi, ils mangent et ils ne donnent pas aux autres. Alors, maintenant, tout ça, c'est le peuple qui est oublié. Je voudrais vous inviter à regarder ensemble les avantages affichés d'appartenir à une même communauté. Est-ce que, sur le plan économique, selon vous, le commerce et la libre circulation peuvent aujourd'hui servir de pont pour un retour ou, à défaut, un compromis avec l'AES? Non, une collaboration. Je l'ai dit, je pense que je l'ai déjà développé tout à l'heure, que l'objet d'un quelconque dialogue entre les pays de l'AES et la CEDEAO doit impérativement porter sur la libre circulation des personnes et des biens, sur la promotion des affaires, sur l'économie, etc., etc., mais avec des entités qui sont propres et alors qui s'assument comme telles. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à adhérer à une structure dont il a déjà fait l'expérience et qui l'a amené même à sortir parce que ses intérêts étaient menacés. Normalement, c'est à la CEDEAO, mais d'encourager l'AES, parce que si vous êtes sorti, bon, écoutez, nous espérons que votre propre expérience va vous instruire pour que vous reveniez, parce que vous aurez compris que vos intérêts sont avec nous. Mais si vous-même, vous épanouissez au point où nos peuples même, nous poussent à adhérer à ce que vous faites, ça veut dire que l'exemple, c'est vous. L'ambassadeur avait parlé tout à l'heure de l'exemple éventuel, ou de l'inspiration éventuelle, ou du modèle éventuel que des pays de l'Europe, de l'Union européenne, auraient pu servir à l'Afrique. Vous allez voir que sur toute la ligne, c'est négatif. Et je pense que ce n'est pas nous qui le disons.
C'est quelqu'un comme Sarkozy, président de son État, de la France, qui nous dit que le continent le plus barbare, le plus sauvage, le plus agressif, qui entretient toujours les guerres, non pas seulement en Europe, mais partout, y compris l'Afrique, c'est l'Union européenne. Et donc ça veut dire qu'en réalité, eux, ils ne raisonnent que par le matériel, par le pouvoir, par l'influence, par l'impérialisme. Mais en quoi cela est inspirant pour des peuples qui veulent s'épanouir, qui disposent des ressources inouïes et qu'il faut tout simplement valoriser, capitaliser, optimiser pour compter parmi des gens dont la voix porte sur l'échiquier international. Alors, ce n'est pas du tout le même contexte, mais quand on regarde aujourd'hui les difficultés que vivent les populations béninoises et nigériennes depuis la fermeture de la frontière terrestre entre les deux pays, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire justement de travailler à créer des cadres de collaboration dans l'optique d'éviter de telles situations? Mais justement, il n'y a que de ça. Vous citez le cas du Nigeria et du Bénin. C'est des cas dont nous avons parlé 1001 fois. Et je crois que pour savoir ce qui se passe... Mais on fait toujours face à un statu quo. Oui, je dis pour savoir ce qui se passe, il vous suffit d'avoir écouté le général Tiani, qui n'est pas un enfant et qui ne raconte pas n'importe quoi. Je crois que ce n'est pas parce qu'on veut que nos pays fassent des affaires que vous allez amener de véritables armadas pour positionner à nos frontières. Est-ce que tu comprends? Les Nigériens sont les premiers intéressés par l'ouverture sur le Bénin, puisque c'est le Bénin qui a le port. Mais le port, vaut-il qu'on sacrifie tout le Niger? C'est la question.